Même les missions les plus longues ont une fin. Cela se passe comme ça. Bleu, allongé sur le ventre, les chevilles en air, les coudes et les avant-bras couverts d'empreintes de brindilles, de tiges et d'herbes émulées. Le plateau de jeu, qui est une sphère, une tresse et une forêt d'arbres taillés les englobent, elle et les plantes. Jardin assure, encore et encore, que le changement adverse s'appuie trop largement sur la volonté de duper le temps, de lui échapper, de ricocher sur la surface comme un caillou, tout en y trempant indélicatement ses orteils, sur l'idée que cela suffira à détourner ses courants. Il faut s'enfuir dans le temps, du jardin, pour parvenir à le modifier de manière durable, jouer une partie au long cours, mais gagner. La concentration de bleu fiche tout ce qui l'entoure. Elle laisse la verdure s'envahir, suit des réseaux de racines dans la terre et dans l'eau, tout en développant sa tresse. Soudain, elle s'arrête, ses doigts tremblent. Je t'imagine tenant la main par-dessus mon épaule pour corriger ma prise sur la gorge d'une victime, guider le tressage d'embrun. Elle n'avait jamais remarqué ses mains, ses propres mains, en tant que brin. Cela change tout. L'herbe se noue parfaitement. Le monde s'incline tandis qu'elle court, que les millénaires pluridimensionnels se résolvent en plateaux de go parfait, avec une dernière liberté impossible qui attend que le jardin s'élève et s'en empare, étouffant l'agence, tel un bagnin étranglant son hôte. Le travail profond enfle en elle. Elle fusionne avec jardin, son jardin jubilé comme une rivière au printemps, la submerger d'un amour et d'une approbation qui pourrait rassasier un siècle d'orphelins. C'est presque assez. Cela ne rassemble à rien de ce que Jardin lui a donné depuis son élagage. Mais au cœur de tourbillons lumineux, de couleurs douces et apaisantes, une minuscule part d'elle reste de côté. Elle voit une main sur une gorge et pense. Vivement que Rouge voit ça. Cher Bleu, j'aimerais assister à ton triomphe. Connaissant en partie ta mission, la nature de ton incorporation, ayant inscrit dans mon cœur le bruit de tes pas, je perçois le changement que tu vas déchaîner sur nous. La saison se termine. Tu seras libre de ta convalescence comme de ta tâche. On m'en verra sûrement défaire des dommages que tu auras causés. Et nous courons de nouveau, toutes les deux, en amont et en aval, Pampier et Pyromane, comme deux prédateurs que seuls les mots de l'autre contentent. Ris-tu, écumarine? Souris-tu, glace? Observes-tu ton triomphe avec la distance d'un ange? Phénix aux flammes, saphir jaillit des cendres. Me demandes-tu encore de contempler ton œuvre et de désespérer? Je m'égare. Je parle de tactique et de méthode. J'explique comment je sais. J'utilise des métaphores pour approcher par la bande l'immensité que tu représentes. Je t'envoie cette lettre depuis une étoile qui tombe. L'entrée dans l'atmosphère l'entamera, la mettra à l'épreuve, mais la fera jamais fondre entièrement. J'écris en lettres de feu dans le ciel, une chute qui égale ton ascension. Des louanges me blessent, car si j'évoque si facilement certains sujets, si je cours sur un terrain qui te semble miné, ce n'est pour moi que de la terre. Mais ta dernière lettre, je suis si douée pour passer à côté de certaines choses, pour m'empêcher de voir. Je me tiens au bord d'une falaise et je puis merde. Bleu, je t'aime. Est-ce que cela a toujours été le cas, ou non? Quand est-ce arrivé, ou bien cela n'a-t-il jamais cessé d'arriver? Comme ta victoire, l'amour se repent à Rébrouston. Il réclame notre première association, nos combats et nos pertes. Les assassinats deviennent des missions. Je suis sûre qu'il y a eu un temps où je ne te connaissais pas. À moins que je n'ai rêvé de moi comme je rêve si souvent de toi. Nous sommes-nous toujours comblés l'une et l'autre durant ces traques? Je me souviens de t'avoir poursuivi dans Samarcande, frissonnant à l'idée de toucher les mèches déliées de tes cheveux. Je veux être encore pour toi. Je veux te pister, te trouver. Je veux être évitée, taquinée, adorée. Je veux être vaincue et victorieuse.
Je veux que tu me coupes, m'aiguises. Je veux boire un thé avec toi dans 10 ans ou dans 1000. Des fleurs poussent, loin sur une planète qu'ils appelleront Céphale, et ces fleurs ne fleurissent qu'une fois par siècle, quand l'étoile vive et le trou noir qui lui correspond entrent en conjonction. Je veux t'en faire un bouquet, cueilli sur une durée de 800 ans, afin que tu puisses embrasser d'un regard notre engagement tout entier, tous les âges que nous avons façonnés ensemble. Je deviens rhapsodique, ma prose de violace. Pourtant, je ne pense pas que tu riras, et même si tu ris, ton rire me ravira. J'ai peut-être lu trop de choses dans la simple formule qui conclut ta lettre, mais je ne peux pas surinterpréter tes mots, et celui que tu as choisi n'est pas simple. J'ai peut-être outrepassé tes limites, et pour être honnête, l'amour me perturbe. Je ne l'ai jamais ressenti auparavant. J'ai éprouvé du plaisir sexuel, j'ai eu de courtes amitiés, mais rien ne correspond à ce que je ressens ni ne l'égale. Alors, laisse-moi t'expliquer de mon mieux ce que je veux dire. Jeune, j'ai recherché la solitude. Tu m'as vue alors, sur mon promontoire, patiente et ingénue. Mais quand je pense à toi, j'ai envie que nous soyons seuls ensemble. J'ai envie de lutter pour et contre, de vivre en contact, d'être en contact pour toi et que tu sois le mien. Je t'aime, et j'ai envie que nous comprenions ensemble ce que cela signifie. Amoureusement, Rouge. Commandante convoque Rouge dans un bureau sur le terrain. Comme d'habitude, il y a du sang partout. En grande partie gelé, cette fois, l'odeur est moins désagréable. L'agence a choisi un front russe, proche de la tresse principale, où les nazis ont trouvé le moyen de réanimer les morts. Rien de surnaturel, mais la nature possède des formes étranges que les scientifiques de S20 n'entrevoient que rarement. Les cadavres affamés dégagent une forte odeur de champignons, ce qui suggère une intervention navale de la part du grand adversaire. Le ciel est presque entièrement blanc, mais la neige a cessé de tomber, et il commence à tirer sur le bleu, très haut, très loin. Les soldats soviétiques ont peur. Ils souffrent du froid, sont affamés. Ils vont mourir ici. Ils tiendront leur position juste assez longtemps pour que Zhukov puisse en renforcer une autre, plus vitale derrière eux. Des garçons courageux et bon nombre de filles. Ils partagent leur dernier feu. Des chansons, des blagues de chez eux, ce qui reste dans leurs flasques. Le courage ne les sauvera pas plus que les visages graves et sinistres de leurs officiers. D'autres agents de terrain apparaissent et disparaissent, chargés de rapports, de caisses d'armes ou de corps blanchis, vidés de leurs camarades. Ils portent trophées et des tributs. Tout le monde a l'air terrorisé. Ils sont parfaitement à leur place. Dans l'ensemble, un bureau bien choisi. Habituellement, commandant opère en amont, depuis une citadelle de cristal resplendissant ou quelque chose dans le genre. Parfois, l'agence a convoqué Rouge sur une plateforme nue, orbitant autour d'un astre inconnu, oubliant même de lui fournir un interlocuteur humanoïde. Seules les étoiles l'ont écouté. Commandante a dû être décantée. Tous ses agents l'ont été. Mais il y a longtemps qu'elle s'est retirée dans sa capsule et elle parcourt désormais l'espace et le temps sous forme d'esprit désincarné, entretissée aux grandes machines hyperspatiales de l'agence. Elle ne se matérialise que lorsqu'elle y est contrainte et, dans ce cas, choisit n'importe quelle forme à portée de sa main ou n'en choisit aucune. Le plus souvent, elle contemple des abstractions et calcule les trajectoires dans le temps, considérant des nombreux agents comme des vecteurs et des nœuds multidimensionnels. En prenant assez de hauteur, tous les problèmes deviennent simples. Tous les nœuds peuvent être défaits à l'aide de quelques morts ou de quelques milliers. Un tel recul à sa place quand le combat se déroule bien. Les décisions prises loin du front sont protégées de l'insoumission et des infiltrations. Passant devant les cadavres, Rouge s'emmitoufle dans son manteau, pas pour protéger sa chair. Elle frissonne à peine dans ce froid glacial,
mais pour garder en elle la petite flamme bleue. Ces pertes demandent une réponse immédiate. Les décisions perdent le luxe de la distance. Commandante reste en aval, bien sûr, mais elle a fait une copie locale du déroulement des opérations, du contrôle des dommages, des missions de reconnaissance, et cette copie grimpe la tresse vers le passé pour cartographier les nouveaux fils que Jardin a tissés, les brins qui ont été modifiés, les nœuds qui ont été noués. Les officiers sur le terrain, pour leur part, sont vulnérables. Alors ils sont construits dans les bulles temporelles fortifiées, imperméables aux causes et aux effets. Rouge croise 3 hommes qui peinent à contenir leurs camarades morts et infectés, un médecin qui tente de suturer une plaie engourdie avec ses doigts gelés, et elle sait que quoi qu'il advienne ici, tout cela passera, que tous ces gens mourront, en étant à leur place. Rouge se baisse pour passer la porte de toile de la tente de commandement. Commandante lui fait face, sous la forme d'une grosse femme en uniforme. Elle porte un tablier et tient des pinces ensanglantées, comme si elle n'avait pas l'habitude de manipuler des objets. Les adjudants se pressent, présentant leur rapport sur les supports grossiers de l'époque, papier, polycopie, cartes. Un homme est assis, inconscient, attaché à une chaise en bois. Sous la tente, il fait plus chaud qu'à l'extérieur, mais pas assez chaud pour autant. Les yeux à demi clos de l'homme évoquent de bas-fonds, des lapins. Rouge salue. « Sortez !» ordonne commandante à son équipe, qui obtempère. L'homme reste, il ne fait aucun bruit. Peut-être qu'ils ne se rend pas compte de ce qui se passe, à moins qu'il espère se faire oublier. Pour tous les sujets pratiques, elles sont seules. Rouge attend. Commandante fait les 100 pas. Ses mains sont couvertes de sang, et elle ne semble pas le remarquer, ou s'en fiche. Des plis d'emprunt, soucieux, barrent son visage. Ses rides appartiennent à la femme dont commandante habite présentement le corps, mais elle lui vend. La guerre a pris un tour brutal. Rouge imagine la sensation de ses pinces, dans sa propre bouche, se renformant sur l'une de ses canines, ou de ses molaires, et décide, si c'est ainsi que ça se passe, soit. Nous sommes mal en point, dit commandante. Un long travail, minutieux, de la part de l'ennemi, des pièges en amont et en aval, tous déclenchés par un seul agent, provoquent un effet de domino. Une opération que je qualifierais de brillante si elle ne nous avait envoyés si violemment dans les cordes. Mais nous pouvons nous estimer heureux, leur nouvelle tresse est fragile. Nous pouvons la défaire, et c'est exactement ce que nous allons faire. Commandante jette un regard en direction de Rouge, semblant surprise. Repos. Je n'ai pas dit repos. Rouge se met au repos. L'incertitude de commandante sur un si petit détail l'inquiète. A-t-elle les raisons de s'inquiéter? N'est-elle pas une traîtresse, désormais? Nous avons planifié une solution, grâce à des calculs et à des méthodes un peu plus rudimentaires. Commandante pose les pinces sur une table, prend un morceau de papier et le tend à Rouge. Reconnaissez-vous cette femme? Difficile de rester au repos. Elle prend le papier et s'oblige à examiner le dessin tracé au charbon, comme si elle cherchait dans sa mémoire un visage aperçu sur un champ de bataille, puis oublié. En observant ce trait qui hante ses rêves, Rouge se rend compte qu'elle n'a jamais osé les fixer si longtemps, en personne, ni s'attarder sur leurs souvenirs. L'homme sur la chaise gémit. Rouge ne peut pas lui en vouloir. Que c'est, commandante? Est-ce une piège? S'il savait, ne l'aurait-il pas éliminé? Leur plan est-il plus élaboré encore? Je l'ai déjà vu, finit-elle par dire. Sur le terrain, j'ai vu ce visage lors de la bataille d'Abrogast 882. Elle en a d'autres. Cependant, on trouve dans chacun d'entre eux le même calme dans le regard, la même grimace cruelle et subtile au coin de la bouche. Elle rayonne. Rouge ne mentionne pas ces derniers détails. C'est là où nos observateurs ont remarqué cette ressemblance. Dans la tente, il semble soudain faire plus froid que dehors. Les observateurs,
Depuis combien de temps? Quand-il vu? Elle se souvient de son combat contre l'ombre. J'imagine que c'est l'agent qui a déclenché la cascade et qui l'a mise en place, efficace et dangereuse, aussi dangereuse que vous, à sa façon. Une ouverture. Je vais la mettre en haut de ma liste cible. Et nous chasserons tour à tour. Retournez le dessin, dit commandante. Quand Rouge a pris le papier, son verso était vierge. Il est désormais couvert d'un nœud multicolore qu'elle a plutôt l'habitude de voir en 3 dimensions. En fil vert, qui d'après elle devrait être bleu, serpente jusqu'au cœur de la tresse, mais il change parfois de direction pour en croiser un autre, qui est gris et devrait être rouge. Dans quelle mesure peut-elle feindre l'ignorance en restant crédible? Je ne comprends pas. D'après ce que nous sommes parvenus à reconstituer, ces interventions en amont et en aval ont formé le cœur de cette nouvelle tresse. Mais ces détours, bien, cette ligne grise représente votre propre trajectoire. Nous nous sommes croisés sur Abrogast 882, dit Rouge. Et aussi à Samarcande, il me semble. Qu'est-ce que commandante peut savoir de plus? Elle voit par abstraction, tension, poids, par proposition et contre-argument. À Pékin, comment Rouge peut-elle justifier cette topologie qui l'amène encore et encore près de bleu? Elle réfléchit, tout en essayant de ne pas en avoir l'air. Vous ne me comprenez pas, répond commandante. Nous pensons que vos chemins se sont croisés parce qu'elle a volontairement effectué ces détours, souvent discrètement, en amont ou en aval, des altérations si minimes qu'elles sont presque indétectables. Que voulez-vous dire? Rouge sait ce que commandante veut dire, mais elle a aussi un rôle à jouer. Cet agent vous a repéré. Son comportement suggère une passion pour les gestes grandioses. Elle vous manipule, subtilement, peut-être si subtilement, que vous ne vous en rendez pas compte. Ces maîtres veulent trouver une faiblesse dans nos rangs. Cela pourrait être vrai. Ce n'est pas le cas, mais c'est possible. Elle sait que ce n'est pas le cas. Elle le sait. Je suis loyale. Pas exactement le genre de choses que les gens loyaux disent, mais commandante, perdue dans ses pensées, n'y prête pas attention. Nous pensons qu'elle veut vous retourner, qu'elle a semé la discorde, des détails insignifiants qu'on remarque à peine. Elle ne cherche pas à vous tuer. Nous vous avons scanné sans rien trouver. Quand ce scan a-t-il eu lieu? Qui l'a effectué? Qu'ont-ils détecté d'autres? Elle attend une couverture de votre part, poursuit commandante. Que vous lui posiez une question, que vous établissiez le contact, un geste si discret qu'il pourrait échapper à notre surveillance. Ce message est notre porte-entrée. Nous l'utiliserons pour frapper. À l'extérieur, une pièce d'artillerie fait feu. Les oreilles de Rouge sifflent. L'homme sur la chaise gémit. Commandante ne bronche pas. Rouge ne sait pas ce qu'elle est censée faire. Elle ne devrait pas feindre la bêtise face à cette femme, mais elle a besoin du temps qu'une explication peut lui fournir. Que suggérez-vous? Connaissez-vous la stéganographie génétique? Demande la commandante. C'est l'une de ces questions auxquelles Rouge n'a pas à répondre. Nos plus brillants esprits vous aideront à fabriquer le message. Nous allons mettre fin à cette menace, l'éliminer. Sans ce pilier, les récentes avancées de l'ennemi seront faciles à détricoter. Agent, vous êtes un élément crucial de l'effort de guerre. Commandante prend une lettre cachetée sur le bureau et la lui tend. Elle serre le pli un peu trop fort, n'ayant pas l'habitude d'avoir des mains. Rouge l'accepte. L'enveloppe est maculée de sang, et la poigne de commandante a froissé le papier. Suspendez toutes vos opérations en cours. Transférez-vous dans le brin indiqué ici. Mettez-vous au travail. Sauvez le monde. Oui, chef. Rouge se met de nouveau au garde à vous. Commandante lui rend son salut, puis saisit de nouveau les pinces. Quand Rouge quitte la tente, l'homme sur la chaise est déjà en train d'hurler. Son camarade lève la main. Il veut lui parler. Mais Rouge part en mission. Elle parvient à parcourir 10 brins, un continent et plusieurs siècles dans le passé, avant de s'effondrer au pied d'un immense mur d'eau
arc-en-ciel appelé Mosi Oatunia, sans pleurer. Elle observe, les yeux ouverts. Quelque temps après, une abeille bourdonne près de son oreille et danse devant elle, parmi les gouttelettes d'eau. Rouge lit la lettre que l'insecte écrit dans les airs, et une douleur étreint la flamme dans sa poitrine. Elles peuvent réussir, elles doivent réussir. À la fin, elle tend la main. L'abeille vient s'y poser et plante son dard dans sa paume. Plus tard, quand Rouge est parti, une petite araignée, étonnamment aventureuse, ramasse le cadavre de l'insecte. Puis, quand l'araignée a fini son repas, fouilleuse la mange. Son de mon propre cœur, je danse pour toi, dans un corps conçu pour la douceur, un corps qui se déchire pour se protéger ce qu'il aime. Cette lettre va te piquer quand elle sera terminée. Laisse-la faire et lis le post-scriptum dont les affres et son agonie. Je danse, cette lettre va être très ennuyeuse, car cette chose en moi, cette chaleur qui m'envahit, ce soleil levant qui tient à peine dans mon ciel intérieur ne veut pas se taire. Savoir que nous sommes aussi égales sur ce point, le rythme de mon sang qui bat, cette fête qui ne diminue pas, même si je la ravage. Rouge, 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 j'ai envie de t'écrire des poèmes, et je ris, comprenant, tandis que j'enseigne ma joie à ce petit corps, riant de moi-même, soulagée d'être allongée sur une dalle de pierre avec un couteau au-dessus de moi, de voir tes yeux et tes mains qui le guident. Cet abandon devrait me rassasier. Il m'a fallu tout ce temps pour le comprendre. Rouge, je t'aime. Rouge, je t'enverrai des lettres depuis tout le temps, des lettres d'un seul mot, des lettres qui caresseront tes joues et t'attraperont par les cheveux, des lettres qui te mordront, des lettres qui te marqueront. Je t'écrirai par fourmis, balles de fusil, aiguets Pepsi, par dents de requin et coquilles de pétanque, par virus et par le sel du 9e bague emplissant tes poumons. Je vais m'arrêter ici. M'arrêter. Ce n'est probablement pas ainsi qu'il faut faire. Je veux des fleurs de céphale et des diamants de Neptune. Je veux brûler les 1000 terres qui nous séparent pour voir ce qui fleurira dans leurs cendres, pour que nous le découvrions ensemble, main dans la main. Je veux te rencontrer dans tous les endroits que j'ai aimés. Je ne sais pas comment procéder à être individu comme nous, Rouge, mais je suis impatiente que nous le comprenions ensemble. Amoureusement, Bleu. PS. Rouge, je t'écris par piqûre, mais c'est moi, le véritable moi, qu'il fait. Éventré par cet acte, agonissant les tripes à l'air dans la paume de ta main.